Gento Jokkerenda. Ha Jokkerenda. Ha Jokkerenda. Merci beaucoup, merci à tous les lecteurs du site conacriweb.com. Comme tous les lundis, vous avez votre émission Jokkerendam. Aujourd'hui, dans notre émission Jokkerendam, on a comme invité M. Abdoulaye Wanyanga. Abdoulaye Wanyanga, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien. Ok. Maintenant, on vous laisse la parole de se présenter devant nos lecteurs. Bonjour à tout le monde. Je salue les auditeurs du site internet conacriweb.com, dont j'ai l'immense plaisir d'être aujourd'hui l'invité dans cette émission. Je voudrais donc dire bonsoir encore une fois à tout le monde et bienvenue. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va développer beaucoup de choses, surtout côté actualité en général. Mais avant tout, est-ce qu'on peut savoir un peu de vous? Oui, pour parler de moi, en fait, je suis journaliste à la télévision privée PTV, la Dunia Télévision, qui est une radio privée sénégalaise. Mais également, je suis étudiant en formation au CESTI, le Centre d'études et techniques de l'information de Dakar, qui est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour commencer, on va parler de l'actualité, surtout de ce qui se passe actuellement au Mali. On voit des militaires, ou soi-disant des militaires, qui massacrent des jeunes, des enfants, etc., des femmes. Est-ce que vous pouvez revenir de cela? Oui, par rapport à cette situation, je pense que c'est une situation d'abord déplorable. Elle est à dénoncer parce que des hommes armés qui s'attaquent à des personnes civiles, ça finit toujours par créer des massacres. Et c'est déplorable ce qu'on a vu récemment au Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, il est de la responsabilité de tous les États d'unir leurs forces pour pouvoir donc essayer de voir si réellement ce sont des faits qui sont avérés, parce que également c'est quelque chose qui est publié sur le net. Ça peut ne pas être une information vérifiée ou une information qui est donc vraie. Donc je pense que aujourd'hui il est de la responsabilité de l'État malien et de la CEDEAO, de tous les États qui sont membres de la CEDEAO, d'essayer de trouver une solution à ce problème, parce que c'est un problème majeur qui concerne la vie des personnes citoyens civils. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une chose à dénoncer, à vraiment ne pas encourager, plutôt des actes qu'on devrait décourager pour que le peuple malien ou bien les citoyens qui sont dans cette partie de l'Afrique soient un peu mis à l'aise. Nous pensons tous que s'il y a de tels actes, c'est des actes qui sont souvent liés au terrorisme qui aujourd'hui sévit dans ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui déjà, il y a une stratégie militaire qui a été mise sur pied pour pouvoir donc lutter contre le terrorisme dans le Sahel, avec le G5 Sahel. Donc vous avez entendu parler du G5 Sahel qui aujourd'hui déploie des forces militaires dans ce pays. Et les États ont récemment discuté de cette question lors du sommet de l'UA en Mauritanie. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont vraiment s'atteler à ces questions pour trouver des solutions qui vont permettre de trouver une sortie de crise. Et je pense que ce qui s'est passé récemment là-bas, si vraiment les images qu'on fait circuler sur le net sont vérifiées, et c'est pas quelque chose qu'on souhaite, et on voudrait vraiment que des solutions et qu'une enquête soit ouverte au préalable pour qu'on puisse vraiment identifier et savoir nettement ce qui s'est passé pour éclairer un peu la lanterne. Je pense que c'est pas tout ce qui circule sur le net qui est vrai ou qui est faux, mais si véritablement l'authenticité
de ces actes barbares ont été donc vérifiés et ça s'avère vrai. Il faudrait que des solutions soient trouvées, que des mesures soient prises pour essayer de trouver une sortie de crise et que cela cesse à jamais. D'accord. Par rapport aussi à qu'est-ce que l'État doit faire à partir où que les images commencent à circuler. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait une enquête qui soit ouverte, hein, parce que c'est les enquêtes qui essayent de déterminer exactement si ces actes de vandalisme ou ces actes barbares sont vérifiés. Donc, l'enquête va essayer de déterminer cela. Et la responsabilité de l'État aujourd'hui, c'est essayer de mettre en place un cadre institutionnel qui va permettre donc de trouver des solutions à ce problème. Donc, je pense que l'État doit avoir ses moyens ou bien doit avoir les mesures qu'il faut pour pouvoir donc chercher des voies qui vont permettre vraiment de savoir si réellement ce sont des actes qui sont vérifiés. Donc, si c'est avéré, il est indéniable que les fauteurs doivent être sanctionnés. Hein. Donc c'est comme ça que ça doit se passer parce qu'on ne peut pas également laisser des actes de telle nature se répéter. Et ça, c'est de la responsabilité même de l'État de prendre en charge la question de la sécurité de ses citoyens africains. Si l'État aussi néglige cela, qu'est-ce que ça peut causer? Oui, ça peut causer d'énormes dégâts, hein. Ça peut causer, même on ne le souhaite pas, mais ça peut même créer un génocide. Puisque c'est des ethnies qui s'affrontent. Donc, vous savez, la question de l'ethnocentrisme en Afrique, c'est une question très sensible. Hein. Donc, il faudrait qu'on fasse attention à pareille situation, à pareille circonstances, qu'on ne puisse pas vraiment assister à ce qui s'est passé. On ne le souhaite pas au Rwanda il y a quelques années. On voit actuellement la communauté Paul, ce que vous avez déjà souligné, commence à dire que il y a de la discrimination. Voilà. Oui, justement, mais tout peuple qui est attaqué ou bien toute communauté qui est ciblée, entre guillemets, si elle se voit aujourd'hui, si elle voit ses droits violés ou bien qu'il y ait une sorte d'agression envers cette communauté, donc elle est obligée de réagir. Hein, c'est forcé, hein, parce que ça vient naturellement. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'une personne fasse du mal à son prochain et que cette dernière ne réagit pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé récemment au Mali. Actuellement, le Mali est en élection présidentielle actuellement. Quelle lecture vous avez de cela? Oui, les élections, déjà, les candidatures ont été publiées. Je pense que le processus électoral se passe bien pour l'instant. Tout se passe bien malgré les problèmes sécuritaires qui sévissent dans le pays. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les dispositions ont été prises par l'État malien. Donc si vous suivez les informations par rapport au Mali, nous savons tous qu'il y a véritablement des jalons qui ont été posés pour sécuriser le vote, pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut afin que ce scrutin se déroule dans les conditions les plus meilleures. Mais malheureusement, il y a toujours une crise qui sévit, il y a toujours un problème qui est là. C'est la question du terrorisme, qui n'est pas seulement une affaire qui concerne le Mali, mais qui concerne également l'ensemble des pays du Sahel. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que les États se réunissent pour pouvoir donc discuter de cette problématique encore une fois, pour essayer de calmer le jeu ou bien de chercher des solutions à ce problème, qui est un problème qui commence à prendre des proportions inquiétantes en Afrique subsaharienne et du Maghreb. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Mali peut sortir de cette crise que si il y a une volonté des autorités ou
de toute la communauté internationale à pouvoir donc solutionner ce problème du terrorisme. Donc c'est une situation très compliquée parce qu'on ne peut pas être dans une guerre et organiser des élections. Il y a toujours des problèmes qui vont surgir. Mais bon, espérons que ce scrutin va se tenir dans les meilleures conditions possibles. Et nous le souhaitons. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mali a son destin entre ses mains. Les Maliens vont montrer preuve de dépassement et de démocratie pour pouvoir donc élire le nouveau président. Selon vous aussi, est-ce que ça sera facile aussi pour le nouveau élu pour qu'il règle tous ces problèmes ethnocentrisme, problèmes terrorisme? Ce ne sera pas facile évidemment, donc ce sera très difficile de pouvoir se mettre à la tâche et de régler tous ces problèmes. Mais je pense que ce qui serait le plus souhaitable et le plus meilleur pour ce nouveau élu, c'était d'abord d'appeler à un dialogue national pour pouvoir donc régler ces problèmes d'ethnocentrisme. Après le Mali, parlons de l'Afrique en général. Jusqu'à présent, on a remarqué qu'il y a des présidents qui voulaient passer de leur place, qui cherchent toujours comment faire pour rester au pouvoir. On a même modifié leur constitution. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Vous savez, l'Afrique a un problème, hein, c'est un problème unanime. Hein. C'est le fait que l'Africain n'a pas la culture de renoncer au pouvoir. Une fois au pouvoir, rester à la fin de son mandat, va chercher à s'agripper au pouvoir. C'est ce qu'on est en train de voir présentement en République de la Guinée, où le président Alpha Condé est soupçonné de vouloir donc changer la constitution pour pouvoir donc se représenter à un troisième mandat. Et également, on a entendu récemment le président ivoirien, au moment venu, va dire aux Ivoiriens ou bien à la communauté internationale qu'il va déclarer sa candidature si possible. Donc, je pense que ça, c'est une situation qui est un peu compliquée. Ce qui s'est passé récemment au Cameroun, où Paul Biya, lui, après plus d'une trentaine d'années au pouvoir, a décidé également de se représenter à la prochaine présidentielle. Là, c'est dur, hein? C'est très difficile de voir qu'en Afrique, on n'a pas une culture démocratique et que les gens ne veulent pas vraiment quitter leur fauteuil présidentiel. Bon, est-ce que c'est pas un peu aussi pour les anciens régimes de quitter le pouvoir? Oui, en quelque sorte, on peut le dire ainsi, hein, parce que le plus souvent en Afrique, on a vécu ce que l'on appelle la période des dictatures, la période des manifestations réprimées. Et je pense que c'est ce qui fait cette peur. Souvent, on a peur de quitter le pouvoir pour ne pas être suivi sur le plan pénal. Donc, vous voyez ce qui s'est passé avec Yahya Jammeh. Malgré qu'il a quitté son fauteuil présidentiel, il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt. Vous voyez, donc ça aussi, ça pose problème. Il faut toujours que ces dirigeants-là essaieront toujours de trouver une grande sortie pour ne pas être poursuivis demain. Est-ce que c'est pas le moment aussi les organisations africaines aussi de préparer en tout cas un avenir pour les anciens régimes? Mais vous savez, si on fait cela, ça va créer encore des problèmes. Un chef de l'État qui va commettre des bêtises, entre guillemets, vous m'excuserez du terme, qui va créer des choses qui ne sont pas du tout vraiment souhaitées, et que demain qu'il ne soit pas poursuivi, ça va leur permettre d'avoir donc la possibilité de pouvoir continuer dans leurs erreurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus souhaitable, c'est qu'on mette des cadres qui vont permettre de pouvoir prendre en charge la préoccupation des personnes, des citoyens en général. D'accord, ok. Par rapport à cela aussi, qu'est-ce que les organisations africaines doivent faire de cela, selon vous? Déjà, nous avons la Cour africaine de justice, si je ne m'abuse pas. Donc, je pense que elle est là pour essayer de gérer certaines situations de conflit. Donc, je pense que cette cour, elle est très compétente
à ce niveau. Donc je pense que c'est elle qui doit faire son rôle. L'UA, nous savons tous que l'UA est une institution africaine, mais est-ce qu'elle joue véritablement son rôle pour pouvoir donc prendre en charge toutes les questions préoccupantes de l'Afrique? Je pense que ça aussi, il faut qu'on s'interroge sur ça. Je ne dis pas que l'UA ne joue pas son rôle, mais je me demande, est-ce que véritablement elle est en train de faire son rôle? Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites récemment lors du sommet de l'UA en Mauritanie. La question de la corruption, elle a été évoquée, elle a été soulignée, mais cette question a été esquivée. C'est ce qui est vraiment déplorable parce qu'on sait que on ne peut pas parler de l'UA et qu'on évoque des questions de corruption et que cette question ne fait pas l'objet d'un débat au sein même de l'institution. Aussi, pour le cas du maire de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall, est-ce que la justice sénégalaise doit mettre toutes les preuves qu'ils ont à côté pour accepter ce que la CEDEAO a dit? Mais vous savez, la CEDEAO, c'est une organisation qui est composée d'États, hein. C'est des États qui sont signataires. Moi, je pense que si on fait partie d'une organisation et que cette organisation prend des décisions, on n'est pas certes obligé de respecter ces décisions, mais ce qui est souhaitable, c'est d'essayer de les respecter, hein. Parce qu'on ne peut pas dire que je suis tel et que demain, si telle chose se fasse dans cette organisation, que moi, je ne peux pas accepter cela. Je pense que ça également, c'est une aberration. Parce qu'on ne peut pas être signataire d'un accord et qu'on ne dit pas que cet accord ne sera pas appliqué dans mon pays. Donc, si vous ne pouvez pas appliquer ces accords, il vaut mieux de ne pas les signer. D'accord, ça veut dire que vous partagez même idée avec les propos du procureur? Non, je ne dis pas que je partage les propos du procureur ou je ne le partage pas, mais c'est juste, je veux dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire partie d'un groupe et s'opposer les règles établies par ce groupe. Je pense que si on veut participer dans un groupe, c'est parce qu'on veut contribuer à son avancement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, certes, n'est pas obligé donc d'appliquer tout ce qui lui vient de la CEDEAO, mais le Sénégal a également le droit d'examiner tout ce qui va venir de la CEDEAO, mais pas prendre l'arrêt et le fouler aux pieds. Non, parce que tout simplement le Sénégal s'est engagé de respecter tous les accords qu'il a signés au sein de la CEDEAO. Par rapport aussi à la découverte du pétrole au Sénégal, qu'est-ce que cela va apporter de plus dans l'économie sénégalaise? Sur le plan économique, c'est une aubaine, hein. Tout pays souhaite avoir l'or noir, hein, parce que c'est l'or noir actuellement qui fait conduire le monde. Si les pays du Golfe aujourd'hui sont cités en exemple à travers le monde, c'est parce qu'ils détiennent le pétrole. Je pense que je me félicite en tant que Sénégalais d'avoir vu aujourd'hui que mon pays va bénéficier ou bien a eu une telle aubaine. Donc je pense que ça c'est un avantage sur l'économie sénégalaise. Ça va certainement jouer sur le vécu des Sénégalais, ça va changer beaucoup de choses. On aura beaucoup d'infrastructures allant dans le sens de développer le pays. Donc je pense que ça c'est véritablement ce que tout Sénégalais aurait souhaité avoir. Mais attention, quand on parle du pétrole, il y a souvent ce que l'on appelle la malédiction du pétrole. Les guerres, les conflits, les divergences, les conflits d'intérêts, ça peut arriver, même si on ne le souhaite pas que cela arrive au Sénégal. Mais on l'a vécu dans d'autres pays qui sont retrouvés dans une situation d'impasse totale et où il y a eu vraiment des choses pas souhaitables. Donc je pense qu'avec le dialogue national qui a été convoqué par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, qui a appelé aujourd'hui l'opposition, le pouvoir et toutes les composantes de la société sénégalaise avec la société civile pour mettre en place un cadre de réflexion qui va permettre d'avoir une cohésion nationale et de parler même de ce qui sera de l'utilisation même de ce pétrole qui sera bientôt exploité. Je pense que ça c'est une très bonne démarche qui est surtout d'ailleurs inclusive. C'est une démarche salutaire, c'est une démarche à saluer. Je pense qu'aujourd'hui, tout citoyen sénégalais
devrait participer même à ce dialogue pour pouvoir donc savoir demain où sera mis l'argent ou bien les recettes qui seront tirées de cette exploitation pétrolière pour les Sénégalais. Pour une première aussi, en Afrique de l'Ouest, deux pays partagent une ressource, surtout pétrolière. Est-ce que cela aussi sera facile? Ce ne sera pas tellement facile, hein, mais j'ai bon espoir entre le Sénégal et la Mauritanie qui partagent aujourd'hui cette mine pétrolière. Je pense que déjà les deux États ont signé des accords, que ce soit sur le plan maritime ou que ce soit sur le plan économique. Et je pense que avec ces démarches qui ont été entamées entre les deux chefs d'État des deux pays, je pense qu'il n'y aura pas un véritable problème pour pouvoir donc exploiter ce pétrole. Est-ce que aussi c'est pas le moment aussi le Sénégal et la Mauritanie de régler leurs petits problèmes? L'État du Sénégal est en train de travailler sur ça, et même l'État mauritanien, parce que récemment ils ont signé des accords de pêche. Le ministre sénégalais de la pêche et son homologue de la Mauritanie se sont rencontrés tout récemment lors du sommet de l'UA pour pouvoir donc parler de ces questions-là. Ils ont signé des accords de pêche qui vont permettre aujourd'hui des pêcheurs sénégalais à aller pêcher au niveau des eaux mauritaniennes. Et même d'ailleurs, la Mauritanie a pris l'engagement de construire un quai qui va permettre d'accueillir des pêcheurs sénégalais en terre mauritanienne. C'est ce qui est très souhaitable, hein. Ça permettra aujourd'hui d'avoir une cohésion entre les deux pays, entre les deux peuples. Il y aura toujours cette fraternité qui a existé entre ces deux pays. On a bon espoir que cela pourrait vraiment aller dans le sens de la pacification des relations de ces deux pays. Mais est-ce qu'on peut savoir ce qui a causé récemment que la Mauritanie ferme ses frontières terrestres? C'était dans ce cadre, parce qu'il y avait un problème entre les pêcheurs mauritaniens et les pêcheurs sénégalais. Il y a également toujours cette frontière qui se trouve au niveau de Rosso Sénégal et de Rosso Mauritanie. Vous savez, il y a beaucoup de passagers mauritaniens ainsi que des passagers sénégalais qui utilisent cette axe. Donc s'il y a un problème entre les deux États, forcément, un État peut prendre la décision de fermer ses frontières. Je pense que c'est ce qui est à l'origine de la fermeture temporelle de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais après discussion, les deux États ont trouvé un consensus rapidement. Ça n'a pas duré d'ailleurs. Avant de finir notre émission, vendredi passé, l'opposition sénégalaise a fait en marche pour exiger la libération du maire de Dakar et le retour immédiat de Karim Meïssa Wade et sa participation aux élections présidentielles de 2019. Moi, je pense que d'abord l'opposition est dans son droit de manifester parce que c'est une opposition. Et également, nous sommes dans une démocratie. Si elle est d'avis qu'il y a des choses à dire sur la gouvernance de l'actuel régime, elle a le droit de le dire. Si c'est pour dénoncer, elle a le droit de dénoncer. C'est la Constitution qui l'offre ce privilège. Et je pense que également la manifestation de l'opposition est un signal pour l'actuel régime, parce que cette fois-ci la manifestation a drainé du monde, si on peut le dire ainsi, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Et vous savez, ça c'est un signal fort. C'est une manifestation qui a eu lieu dans un contexte où le régime actuel connaît des difficultés. Quoi qu'on puisse dire, la capitale sénégalaise, elle est restée pratiquement 2 mois sans eau. Et ça, c'est un problème. Et également, il y a eu des problèmes liés à une situation politico-judiciaire. L'emprisonnement du maire de la capitale. Forcément, ses partisans ne seront pas contents. Et également, il y a eu ce que l'on appelle l'affaire Karim Wade. L'affaire Karim Wade avec
son emprisonnement avant d'être gracié, entre guillemets, puisque d'autres disent qu'il n'est pas gracié, que c'est un protocole qu'on appelle ici le protocole de Doha, qui a été signé pour qu'il soit libéré. Mais je pense que tous ces facteurs réunis pousseront aujourd'hui l'opposition à trouver les failles du régime pour pouvoir sortir dans la rue. Donc c'est ce qui s'est passé récemment. Je pense que le régime également a fait ce qui était souhaitable, c'était de laisser l'opposition manifester pour voir, peut-être examiner et voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, quelles sont ses failles pour pouvoir rectifier les tirs ou bien d'apporter des solutions à ça. En tant que journaliste actif, est-ce que vous partagez aussi ce que les opposants dénoncent, de le dire qu'il est en train d'éliminer ses adversaires politiques? Oui, ça fait un peu rire, hein? Ben, je suis dans ces tiraillements, hein, avec des confrères ou avec des politiciens qui sont actifs également sur la scène politique. Moi, je pense que il faut voir les choses de deux côtés. Parce que le premier côté, c'est de dire, ce sont les Sénégalais qui avaient demandé au président de la République, Macky Sall, de lui rendre des comptes par rapport à la gouvernance sobre et vertueuse. Et qu'aujourd'hui, des gens supposés avoir détourné des fonds deniers publics sont poursuivis et que des Sénégalais se lèvent pour dire non, c'est pour liquider les adversaires politiques. Mais moi, je pense que si véritablement il y a des preuves qui montrent que ces gens-là ont volé ou bien ont détourné des fonds, des deniers appartenant au public, au peuple sénégalais, je pense qu'ils ont l'obligation ou bien de répondre à leurs actes. Et si véritablement ils ne l'ont pas fait également, seules les enquêtes peuvent nous montrer qu'ils ne l'ont pas fait. Et si ces enquêtes montrent qu'ils ne l'ont pas fait, l'État ou bien l'actuel régime a l'obligation de les libérer. Mais si une fois que des preuves palpables montrent qu'aujourd'hui qu'ils ont détourné de l'argent ou bien qu'ils ont dilapidé les biens du contribuable sénégalais, force reste à la loi et que justice soit faite pour que ces gens-là répondent à leurs actes. 2012-2018, quelle note donnez-vous au président actuel de la République du Sénégal? C'est un bilan plus ou moins mitigé, hein? C'est un bilan mitigé. Je comprends qu'il y a beaucoup d'actes, hein, qui ont été posés. Et ces efforts sont surtout axés sur l'action sociale. J'ai beaucoup aimé la tactique sociale du président Macky Sall. Il a créé ce que l'on appelle le retour vers le social. Même le régime socialiste n'avait pas pu mettre en place des actions sociales aussi importantes que lui. Quand je prends l'exemple de la couverture maladie universelle, je vois qu'il y a un retour vers le social. Je vois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses ont baissé, hein, sur les prix des denrées de première nécessité. Ça, ce sont des efforts qui ont été faits. Il y a eu également Dakar a changé de visage, la capitale à l'intérieur du pays avec le PUDC. Il y a eu des programmes de développement qui ont essayé au moins de redynamiser le secteur économique sénégalais et également de changer le vécu des Sénégalais. Moi, j'ai fait les 14 régions du Sénégal, j'ai fait le tour du pays, donc je sais de quoi je parle. J'ai vu des réalisations dans certaines localités, dans la plupart des localités, mais également, quoi qu'on puisse dire, il y a eu également des choses qui restent à faire. L'opposition a perdu des élections. Qu'est-ce qui manque actuellement à l'opposition sénégalaise? Vous savez, l'opposition sénégalaise, son problème, c'est un problème de leadership. Tous les opposants sénégalais sont devenus plus ou moins peu charismatiques. Chacun se lève pour être opposant. Et on n'arrive même pas à trouver un leader qui permet de créer une cohésion au sein même de l'opposition sénégalaise.
Je pense que ça, c'est un facteur bloquant pour l'opposition sénégalaise. Elle doit aujourd'hui chercher son leader, chercher une coalition autour d'un seul homme qui va faire peut-être pas l'unanimité, mais au moins qu'on saura qu'il est le chef de l'opposition sénégalaise. Vraiment, c'est un plaisir pour nous aussi de vous recevoir dans notre émission Jokerendam. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut également un plaisir pour moi de répondre à cette invitation, de pouvoir partager avec vous le peu de ce que je sais de l'actualité et de pousser un peu des pistes de solutions pour pouvoir donc trouver des solutions à ces problèmes qui gangrènent l'Afrique et le monde en général. Donc ce sera toujours un plaisir de partager avec vos auditeurs et je souhaite bien que ce ne sera pas la dernière fois. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les lecteurs du site conacriweb.com. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine sur un autre numéro. Merci beaucoup.